Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cours de l'IFAP2 qui porte sur les arbres. Les arbres, c'est une nouvelle structure de données, comme celle que nous avons vue précédemment, qui étaient les listes d'éléments. Donc nous allons voir comment on représente les arbres binaires, quelles sont les fonctions primitives qu'on utilise pour accéder aux éléments des arbres et construire de nouveaux arbres, comment on parcourt cette structure de données, et on verra un type d'arbre particulier qui sont les arbres ordonnés ou arbres binaires de recherche. On définit un arbre comme une structure d'enregistrement qui est un nœud ainsi que des fils. Les fils sont même des arbres. Donc un nœud, c'est un arbre qui n'est pas vide et qui a des fils, ou bien on peut avoir un arbre vide. Chaque nœud a des fils, chaque nœud qui est un arbre donc non vide a des fils qui sont eux aussi des arbres. On a donc une définition récursive de cette structure de données. Lorsque tous les nœuds d'un fils sont vides, on dit qu'il s'agit d'une feuille, et dans la structure d'enregistrement du nœud, il y a un élément qui est la valeur du nœud, qui permet de stocker les données qu'on veut stocker dans cette structure de données. Lorsque tous les nœuds de l'arbre ont n fils, on dit que l'arbre est NR. Donc là, on a un exemple avec n égale 2 d'un arbre binaire où chaque nœud a 2 fils. Donc on a ce qu'on appelle la racine de l'arbre, c'est la première structure d'enregistrement, où la valeur de ce nœud est 6. Il a ensuite 2 fils, qui sont eux-mêmes des arbres. Le fils qu'on va appeler fils gauche, dont la valeur est 4, qui a lui-même 2 fils qui sont eux-mêmes des arbres, celui-ci dont la valeur est 1, et qui a comme fils des arbres vides, celui-ci dont la valeur est 8, qui a comme fils des arbres vides. Donc là, ce sont ce qu'on appelle des feuilles, c'est-à-dire des nœuds dont les fils sont vides. On a aussi ici une feuille. Donc en informatique, les arbres ont la racine en haut et les feuilles en bas. Donc les arbres binaires, si on applique la définition d'un arbre avec n, le nombre de fils qui est égal à 2, c'est donc soit un arbre vide, soit un nœud qui a une valeur et exactement 2 fils. Ces fils peuvent être vides, donc par abus de langage, on dira qu'on a des arbres vides, des arbres qui ont un seul fils, mais en fait un fils non vide et un fils vide, et des arbres qui ont 0 fils, mais en fait c'est 2 fils vides, les feuilles. Pour manipuler cette structure de données, on a besoin de primitives d'accès. Donc pour notre structure de données liste qu'on avait vue jusqu'à présent, les primitives d'accès c'était car CDR pour accéder aux éléments de la liste. On a besoin de primitives de test. Pour les listes, nos primitives de test étaient la fonction null, est-ce que la liste est vide, par exemple, ou equal, est-ce que les deux listes sont égales. Et on a besoin de primitives de construction pour construire des arbres. Et pour les listes, nos primitives de construction, c'était les fonctions cons, list et append. Les primitives qu'on va donc définir pour accéder et construire nos arbres binaires, dans les primitives d'accès, on va avoir besoin d'une fonction qui nous retourne la valeur d'un arbre non vide, donc on va appeler cette fonction valeur. On a besoin d'une fonction qui nous retourne le fils gauche d'un arbre binaire non vide, et une autre qui retourne le fils droit d'un arbre binaire non vide. Dans les primitives de test, on va avoir une fonction qui teste que ce qu'on a, c'est bien un arbre, une fonction qui nous dit s'il s'agit d'un arbre vide, une fonction qui nous dit s'il s'agit d'une feuille, et une fonction qui teste l'égalité entre deux arbres. Donc toutes ces primitives qui terminent par un point d'interrogation, c'est pour respecter la convention de Scheme qui veut que les fonctions qui renvoient un booléen se terminent par un point d'interrogation. Et pour les primitives de construction, on va avoir une fonction qui nous retourne un arbre vide et une fonction qui construit un arbre binaire à partir d'une valeur, qui sera la valeur de la racine, et de deux arbres qui vont devenir les fils de l'arbre qu'on veut construire. Donc si on reprend notre arbre qui nous sert d'exemple, s'il a été bien défini comme un arbre,
La fonction valeur appliquée à cet arbre A nous retournera la valeur 6. Si on demande quelle est la valeur du fils gauche qui est ici, ben, sa valeur elle est égale à 4. Quelle est la valeur du fils droit du fils gauche de A? Donc le fils gauche de A c'est ça, son fils droit c'est ça, et la valeur elle est égale à 8. Est-ce qu'il s'agit d'un arbre? Oui. Est-ce que A est un arbre vide? Non. Est-ce que le fils droit de A, qui est la feuille là, est un arbre vide? Non. Est-ce que le fils gauche du fils droit de A, qui est ici, est un arbre vide? Oui. Est-ce que le fils droit de A est un arbre vide? Oui. Est-ce que son fils gauche, est-ce que le fils droit de A est une feuille? Oui. Et est-ce que son fils gauche est une feuille? Non. Nous devons maintenant nous poser la question de la manière dont nous allons représenter ces arbres binaires dans le langage Scheme. Donc les listes étaient déjà représentées dans le langage Scheme de base avec les fonctions associées car, cdr, cons, etc. Les arbres ne sont pas une structure de données qui est déjà implémentée en Scheme. Donc nous allons utiliser ce qui existe en Scheme, c'est-à-dire la structure de données liste, pour représenter notre structure de données arbre. Nous avons choisi, et ça c'est un choix qui est fait dans cette UE et on pourrait en faire un autre, de choisir de représenter l'arbre vide par une liste vide et de représenter un nœud, donc qui est un arbre non vide, par une liste de 3 éléments, en prenant comme premier élément de la liste la valeur de l'arbre, en mettant comme deuxième élément de la liste le fils gauche de l'arbre et comme troisième élément de la liste son fils droit. Donc par exemple, cet arbre que nous utilisons depuis le début du cours va être représenté par cette liste-là. Donc il faut que vous fassiez bien attention quand vous définissez vos arbres en TP, à parenthèser correctement vos listes pour que ça représente bien un arbre. Donc par exemple là, on a define A, qui est cet arbre-là, qui est une liste qui contient 3 éléments, la valeur qui vaut 6, cette liste-là qui représente le fils gauche de l'arbre qui est ici, et cette liste-là qui représente le fils droit de l'arbre qui est ici. Le fils gauche, c'est lui-même un arbre, donc lui-même une liste de 3 éléments avec la valeur 4, le fils gauche et le fils droit. Et vous voyez donc les feuilles se représentent par la valeur du nœud et 2 arbres vides. Et ça, c'est vraiment important d'écrire des arbres qui sont représentés correctement, parce que sinon vous allez avoir des erreurs qui ne seront pas forcément dues aux fonctions que vous êtes en train de tester, mais aux arbres que vous avez définis. Donc ce que je vous conseille, moi, quand vous faites un TP avec Racket, c'est de définir un certain nombre d'arbres. Vous faites bien attention à comment vous les écrivez. Vous pouvez utiliser la primitive qu'on va définir qui permet de vérifier qu'une liste est un arbre, et ensuite vous testez vos fonctions sur les arbres que vous avez définis une fois pour toutes. Donc il faut que nous définissions les primitives qu'on a évoquées qui permettent de manipuler les arbres, maintenant qu'on a choisi la manière dont on allait représenter les arbres sous la forme d'une liste. Donc la primitive valeur qui doit retourner la valeur d'un arbre non vide. Donc c'est une fonction qui prend en paramètre un arbre, c'est-à-dire une liste qui représente un arbre. Elle va renvoyer un atome. Donc un atome c'est quelque chose qui n'est pas une liste, ça peut être un nombre ou un symbole. Et on a dit que la valeur de l'arbre, c'était le premier élément de la liste qui représente l'arbre. Donc on fait un appel à la fonction char pour récupérer le premier élément de notre arbre. La fonction fils gauche doit nous renvoyer le fils gauche d'un arbre. Donc on définit la fonction fils gauche en prenant comme paramètre un arbre, qui est donc une liste qui représente un arbre. Cette fonction n'a de sens que si c'est un arbre non vide, et elle doit renvoyer un arbre. Donc on a dit que le fils gauche c'était le deuxième élément de la liste qui représente l'arbre, donc on va appeler la fonction cadr sur la liste qui représente cet arbre pour récupérer le fils gauche. De la même manière, pour récupérer le fils droit de l'arbre, on va prendre le troisième élément de la liste qui représente un arbre non vide. Pour tester si un arbre est un arbre vide, comme on a dit que l'arbre vide était représenté par la liste vide, donc cette fonction booléenne qui doit renvoyer vrai ou faux, elle prend un paramètre qui est un arbre, donc une liste qui représente un arbre, et elle teste est-ce que cette liste est égale à liste vide. Si oui, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux.
La fonction arbre point d'interrogation est une fonction qui nous renvoie vrai si la liste qu'on lui donne en paramètres représente bien un arbre. Donc ça renvoie un booléen et ça prend en paramètre une liste. C'est cette fonction qu'il faudra utiliser pour tester que les arbres que vous avez définis pour faire vos tests en TP sont représentés correctement avant de pouvoir appliquer vos fonctions. Donc on dit L est une liste qui représente un arbre, soit quand c'est l'arbre vide parce qu'il s'agit de la liste vide, soit lorsqu'il s'agit d'un nœud, et dans ce cas-là, on doit avoir un certain nombre de conditions là qui doivent être toutes vraies, c'est-à-dire que la longueur de la liste doit être égale à 3, le premier élément de la liste doit être un atome, donc quelque chose qui n'est pas une liste, le deuxième élément doit être une liste qui est un arbre, et le troisième élément doit être une liste qui est un arbre. Donc là, on a une fonction récursive, puisqu'on va appliquer la fonction arbre sur le deuxième et le troisième élément de la liste pour vérifier qu'eux aussi sont des arbres. Quand on a donc un arbre qui représente bien une liste, ça va nous renvoyer vrai, mais dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, par exemple là, j'ai oublié de mettre les arbres vides, ça va me renvoyer faux parce que je n'aurai pas une liste de 3 éléments pour ce sous-arbre-là. On a aussi parfois besoin de savoir si on est dans le cas particulier d'un arbre qui est une feuille. Donc on définit la fonction booléenne feuille qui nous dit l'arbre qui est passé en paramètre est une feuille ou pas. Donc on définit une feuille comme un arbre qui n'est pas vide puisqu'il s'agit d'un nœud mais dont les deux fils sont vides. Donc je dis pour que arbre soit une feuille, il faut avoir à la fois que l'arbre n'est pas vide, que son fils gauche est vide et que son fils droit est vide. La primitive arbre égale point d'interrogation sert à comparer deux arbres. Elle nous renvoie un booléen qui dit vrai si les deux arbres sont égaux, faux sinon. Donc elle prend deux paramètres, cette fonction, qui sont chacun des arbres, et elle renvoie, on appelle la fonction equal pour renvoyer vrai quand les deux arbres sont égaux et faux sinon. Donc vous voyez qu'à chaque fois que j'écris dans la spécification d'une fonction qu'il s'agit d'un arbre, c'est parce que j'ai pu auparavant tester le fait que c'était bien un arbre grâce à la primitive qu'on a vue précédemment, arbre point d'interrogation. Enfin, les primitives de construction. Donc on a la fonction arbre vide qui nous renvoie un arbre qui est l'arbre vide, donc la liste vide. C'est une fonction qui ne prend pas de paramètres. Donc là, il faudra peut-être, quand vous aurez implémenté vos primitives en TP, passer à un niveau de langage supérieur pour avoir le droit de définir une fonction qui n'a pas de paramètres. Et enfin, la fonction primitive cons binaire qui prend 3 paramètres, une valeur qui est un atome, un fils gauche et un fils droit qui sont des arbres, et il va construire un nouvel arbre avec la fonction liste en disant je construis une liste de 3 éléments. Le premier, c'est la valeur, le deuxième, c'est le fils gauche, le troisième, c'est le fils droit. Et là, pour construire les arbres, on n'aura donc pas beaucoup de choix. On aura soit arbre vide pour construire un arbre vide, soit cons binaire. Donc vous n'aurez pas à vous poser la question, est-ce que je dois utiliser cons, liste ou append, comme dans les listes. On a une seule fonction qui permet de construire un arbre non vide, c'est la fonction cons binaire. Donc avec les primitives qu'on a définies, si on reprend cet arbre là, 6, avec comme fils gauche 4, 1, 8 et comme fils droit 9, on peut maintenant écrire define B fils gauche de A. Et donc si on demande ensuite quelle est la valeur de B, on va récupérer cet arbre-là qui est 4, 1, 8. On peut construire un nouvel arbre qui a comme valeur 2 à la racine, comme fils gauche B, c'est-à-dire 4, 1, 8, et comme fils droit, le fils droit de A, qui vaut 9. Donc en fait là j'ai reconstruit un arbre qui est presque le même que l'arbre A, à part que la racine, je l'ai remplacée par 2. Alors pourquoi on a défini ces fonctions primitives alors qu'on pourrait peut-être juste mettre une liste vide au lieu d'appeler la fonction arbre vide, juste appeler CADR au lieu de fils gauche ou bien car au lieu de valeur. Là on a choisi une représentation des arbres en disant c'est une liste de 3 éléments, valeur, fils gauche, fils droit.
Si un jour on décide de changer cette représentation, ou bien vous arrivez dans une entreprise où les arbres sont représentés différemment, par exemple, ils sont représentés par une liste de 3 éléments, d'abord le fils gauche, ensuite la valeur et ensuite le fils droit. Si vous n'avez pas défini de primitive, il va falloir que vous réécriviez toute votre bibliothèque de fonctions sur les arbres dont vous êtes bien content pour changer toutes les fonctions, parce que quand vous avez écrit car, vous vouliez prendre la valeur et que maintenant le car en fait c'est le fils gauche. Donc ça sera un travail qui sera très long. Si vous avez bien utilisé des primitives pour définir toutes vos fonctions de parcours d'arbres, et qu'on arrive dans cette situation où on change la représentation des arbres, il vous suffira de modifier la petite dizaine de primitives qu'on vient d'écrire ensemble pour que toutes vos fonctions sur les arbres puissent s'appliquer dans ce nouveau contexte. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'utiliser des primitives. Si vous avez besoin d'une motivation autre, sachez que lorsque vous écrivez des fonctions sur les arbres, si vous n'utilisez pas des primitives, si vous écrivez CADR au lieu de fils gauche ou vide au lieu de arbre vide, à chaque fois on vous enlèvera des points, comme on le fait pour les fois où vous n'avez pas mis de commentaires sur les types des paramètres de vos fonctions et les types des résultats. Maintenant que nous savons manipuler les arbres, il faut pouvoir parcourir cette structure de données comme on faisait un parcours de nos listes. Donc on va avoir 2 parcours différents, le parcours en profondeur, le parcours en largeur. Le parcours en largeur, c'est quand on regarde d'abord la valeur de la racine de l'arbre, puis ensuite on traite tous ses fils, puis tous ses petits-fils, etc., niveau par niveau. Pour effectuer un parcours en largeur d'un arbre binaire, on a besoin d'une structure de données qui s'appelle fil et qu'on n'a pas encore vu ensemble. Vous verrez ça l'année prochaine. Donc on ne va pas faire de parcours en largeur dans l'UE-LIFA P2. Ce qu'on va faire, ce sont les parcours en profondeur. Un parcours en profondeur, on ne fait pas par niveau, mais on fait d'abord un fils complètement avant de faire l'autre fils. Donc d'abord le fils gauche, puis le fils gauche du fils gauche, etc. Quand on a fini, alors on fait le fils droit, et puis on revient en terminant par ce fils droit. Donc on va passer tous les nœuds de l'arbre en revue dans ce parcours en profondeur, en commençant toujours par le même fils, donc on va dire le fils gauche, en descendant le plus profondément possible dans l'arbre. Et quand on arrive sur un arbre vide, alors seulement on remonte et on redescend dans le fils qui n'a pas encore été exploré, qui est le fils droit. Sur un arbre comme celui-ci, on peut faire un parcours en profondeur et se contenter de construire la liste des éléments qu'on a rencontrés. Dans ce cas-là, on peut le faire de 3 manières différentes. Le parcours infixe consiste à d'abord regarder tous les éléments du fils gauche, puis la valeur de l'arbre, puis ceux du fils droit. Donc pour cet arbre ici, ça va d'abord faire les éléments du fils gauche, et pour le fils gauche, donc d'abord son fils gauche 1, puis la valeur de l'arbre 4, puis le fils droit 8. Et quand on a fini le fils gauche, la valeur de la racine 6, et ensuite la valeur du fils droit 9, ce qui donne 1, 4, 8, 6, 9. Le parcours préfixe consiste à dire je vais d'abord lister, écrire ou traiter comme vous voulez la valeur de la racine de l'arbre, puis les nœuds du fils gauche, puis le nœud du fils droit. Donc on obtient 6, puis pour le fils gauche d'abord 4, puis 1, puis 8 et ensuite le 9. On obtient ce résultat. Le parcours postfixe consiste à dire je regarde d'abord les valeurs du fils gauche, puis celles du fils droit, puis la valeur de la racine. Ce qui donne donc d'abord le fils gauche, et puis pour le fils gauche, d'abord son fils gauche, donc le 1, puis le fils droit, 8, puis la valeur 4. Et comme j'ai terminé le fils gauche, ensuite je mets le fils droit, 9, et enfin la valeur de la racine 6, ce qui nous donne ce résultat. Si on a un arbre où on a représenté une expression arithmétique avec le produit de 1 plus 3 avec 2. Si on fait un parcours infixe et qu'on met des parenthèses au début et à la fin de chaque arbre, d'accord,
eh ben, on veut obtenir 1 plus 3, parenthésé, multiplié par 2. Donc c'est la notation classique qu'on utilise quand on écrit une expression arithmétique comme ça en mathématiques. Si on fait le parcours préfixe de cet arbre, on obtient donc multiplier d'abord la valeur de la racine, puis pour le fils gauche plus 1, 3, entre parenthèses, et ensuite 2. Donc là, c'est la notation préfixe qu'on utilise en scheme, par exemple, pour écrire des expressions de calcul, à part qu'en scheme, on ne met pas les parenthèses autour des nombres qui sont ici représentés dans les feuilles. Et enfin, le parcours postfixe, ça nous donne 1, 3 plus, et ensuite 2 multiplié. Dans cette écriture postfixe, en fait, on n'a plus besoin des parenthèses, parce que si on n'a que des opérateurs binaires, c'est une expression qui n'est pas ambiguë. On peut utiliser deux variables pour calculer cette expression. La variable A, on met 1, puis B, 3. Ensuite, on applique l'opérateur, on met le résultat dans la variable A, et puis on prend la deuxième variable B, on met 2. Ensuite, on applique l'opérateur, etc., etc. Donc, pour écrire des fonctions en scheme qui font des parcours d'arbres, on va souvent avoir un schéma qu'on retrouve dans toutes les fonctions. Donc, par exemple, sur les listes, notre schéma, c'était si la liste est vide, voilà le résultat. Sinon, je vais faire un appel récursif sur le CDR de la liste et ensuite, je le combine avec le premier élément de la liste. Pour les arbres, on va la plupart du temps avoir un cas d'arrêt en disant si l'arbre est vide, voilà la valeur qu'on veut retourner, qui est une valeur constante, qui est en général l'élément neutre de la fonction qu'on veut calculer sur l'arbre. Si l'arbre n'est pas vide, on va faire non pas un appel récursif sur le CDR, mais deux appels récursifs sur chacun des deux fils de l'arbre, ce qui va donc nous renvoyer deux résultats. RG, c'est le résultat d'appel récursif sur le fils gauche, et RD, le résultat d'appel récursif sur le fils droit. Et donc, à la question comment on passe du résultat de l'appel récursif au résultat qu'on cherche, on va faire un calcul, un traitement qui dépend de ces deux valeurs de résultat d'appel récursif et de la valeur de la racine de l'arbre. On va tout de suite prendre un exemple. On veut définir une fonction qui calcule la somme des valeurs d'un arbre dans laquelle on n'a que des nombres. Donc je définis la fonction somme qui renvoie un nombre, puisque c'est la somme, qui prend en paramètre A, qui est un arbre qui contient que des nombres. À la question quel est le cas d'arrêt, on a dit la plupart du temps, le cas d'arrêt, c'est l'arbre vide. Donc si l'arbre est vide, la somme des valeurs de l'arbre, comme il n'y a pas de valeur dans l'arbre, sa somme c'est égal à 0. Et donc là, comme pour les fonctions sur les listes, il faudra bien faire attention à renvoyer pour le cas d'arrêt le type qui est attendu, et c'est pour ça qu'il faut écrire le commentaire avant d'écrire le corps de la fonction. Si l'arbre n'est pas vide, on va donc faire un appel récursif sur le fils gauche de A, un appel récursif sur le fils droit de A, et la somme des nombres dans l'arbre, on dit que c'est l'addition de ces deux résultats d'appel récursif, la somme des nœuds du fils gauche, la somme des nœuds du fils droit, et la valeur de la racine de l'arbre. Donc si on déroule le fonctionnement de cette fonction somme sur l'arbre qu'on prend en exemple, somme de A, ça va être donc l'addition, puisqu'on n'est pas dans le cas d'un arbre vide, de somme du fils gauche de A, du fils droit de A et de la racine qui vaut 6. Somme du fils gauche de A, qui est cet arbre-là, ça va être la somme de son fils gauche, de son fils droit et de la valeur 4. C'est les appels en vert ici. Et puis pour la feuille 1, ça va être somme de fils gauche de A, qui est l'arbre vide, donc 0, somme de fils droit de A, qui est l'arbre vide, donc 0, plus 1, qui est la valeur de l'arbre. Donc on trouve 1 pour la feuille 1, 8 pour la feuille 8, 9 pour la feuille 9. Et en remontant des appels récursifs, en fait, les valeurs se transmettent et à la fin, on obtient la valeur 28. Alors on se dit peut-être que c'est un peu idiot pour les feuilles de dire toujours 1 plus 0 plus 0, 8 plus 0 plus 0, et qu'on pourrait avoir envie de dire, quand c'est une feuille, la valeur c'est égal à la valeur du nœud.
c'est-à-dire modifier notre cas d'arrêt en disant si j'ai une feuille, alors je renvoie la valeur de l'arbre A. Donc prenons notre fonction somme, donc la première version qu'on avait écrite. On va passer maintenant à ce que vous allez faire en TP. Donc je vous rappelle, définissez des arbres comme ça, sur lesquels vous allez faire vos tests. Là on a écrit la fonction somme. Évidemment, pour faire fonctionner cette fonction et la tester, il faut que les primitives soient définies. Est-ce que l'arbre est vide, la valeur de l'arbre, le fils gauche, etc. Donc la première chose que vous devez faire pendant le TP, c'est de recopier les primitives qu'on a définies pendant le cours. Alors, on va tester cette fonction somme, la première version qu'on avait faite, par exemple sur notre arbre A1, qui est celui qu'on utilise depuis le début du cours. Donc, j'écris somme de A1. Là, j'ai une erreur dans ma fonction, voilà. Somme de A1. Et on obtient bien le 28 qu'on avait déroulé à la main. Si on remplace notre test en disant là, en fait, je vais m'arrêter plus tôt, un niveau plus tôt dans mon arbre, je dis si A est une feuille, la somme de A, c'est en fait la valeur de A puisqu'il n'y a rien dans les fils. Et je fais le test, somme de A1 comme tout à l'heure. Et j'obtiens bien le 28. Maintenant, faisons un test sur cet arbre-là, qui est presque le même, à part que l'arbre gauche qui a pour valeur 4, au lieu d'avoir un fils gauche et un fils droit, il a seulement un fils gauche 1, et à la place du fils droit qui est la feuille 8, j'ai mis un arbre vide. Donc si on fait le test maintenant avec somme de A2, qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur. J'ai une erreur qui dit que dans la primitive valeur, j'essaye de prendre quart de A avec A qui est égal à l'arbre vide, alors que quart attend une liste qui est non vide. Là, pourtant, j'ai bien écrit que c'était un arbre non vide qui était nécessaire pour la fonction valeur. Donc, je regarde ici pourquoi, à un moment, je fais valeur de A avec A qui est vide. Si on regarde cet arbre, d'accord, le nœud 4, ce n'est pas une feuille, donc on a fait appel récursif sur le fils gauche, qui est la feuille 1, donc ça a donné 1, et ensuite on fait l'appel récursif sur le fils droit. Le fils droit, c'est l'arbre vide, et je n'ai pas défini ici de cas pour l'arbre vide. Donc là, on a fait le test sur l'arbre de départ, ça allait bien, mais quand on fait le test sur un nœud ici, qui a un fils gauche, mais pas de fils droit, ça fait une erreur. Et ça, c'est parce qu'il manque le cas arbre vide dans notre fonction. Donc, ce qu'il faut bien retenir là-dessus, c'est que à chaque fois que vous testez vos fonctions, il faut le faire sur des arbres variés. Hein, vous pouvez les trouver dans les jeux de test. Mais il faut bien avoir un arbre où quelque part il y a un nœud qui a un seul fils, c'est-à-dire un fils gauche vide et le fils droit pas vide, ou inversement. Et on va essayer de manière générale de toujours prévoir le cas d'arrêt de l'arbre vide dans notre fonction. C'est-à-dire qu'en fait là, ça c'est pas la bonne solution et on va rester sur notre cas. Si l'arbre est vide, je renvoie 0. Dans certains cas, on fera des exercices où on ne peut pas toujours mettre le cas d'arrêt arbre vide. Par exemple, si on demande de définir une fonction qui calcule le maximum d'un arbre qui contient des nombres, on ne sait pas dire quelle est la valeur du maximum d'un arbre vide. Dans ce cas-là, il faudra faire des cas différents selon que l'arbre gauche est vide et pas le droit, ou inversement, pour traiter le fait qu'on peut être dans une situation comme ça avec des nœuds qui ont un seul fils. On peut aussi s'apercevoir que parfois on n'a pas besoin de parcourir tout l'arbre. Par exemple, si à la place de la fonction somme, je veux faire la fonction produit. Donc ça va être presque la même chose. Je dis la fonction produit doit envoyer un nombre. Elle prend en paramètre un arbre qui contient des nombres. Le cas d'arrêt, c'est si l'arbre est vide, je renvoie 1. Je ne mets pas 0, sinon je vais faire le produit avec un 0 et j'aurai que des 0 à la fin. Donc je mets l'élément neutre de la fonction produit, 1.
Et je dis quand l'arbre n'est pas vide, je vais multiplier le résultat de l'appel récursif sur le fils gauche, le résultat de l'appel récursif sur le fils droit et la valeur de l'arbre. Si je teste cette fonction, par exemple sur cet arbre-là, où il y a quelque part un 0, on va faire des appels récursifs sur les fils. Pour les arbres vides, ça va faire 1. Donc là, ça va faire 1 fois 1 fois 1, je remonte 1. 1 fois 1 fois 8, je remonte 8. Et là, je trouve un 0. Donc je remonte 1 fois 8 fois 0 au-dessus. Et donc là, on se dit, c'est pas la peine de parcourir tout le fils gauche alors que, en fait, j'ai la valeur 0. Je vais essayer de modifier ma fonction pour pouvoir s'arrêter dès que je rencontre la valeur 0. Donc je transforme ma fonction, je mets un compte en disant si l'arbre est vide, c'est 1. Ça, c'est le cas général, mais je rajoute ici le cas en disant si la valeur de A est égale à 0, alors je renvoie 0. Ce qui fait que dans l'exemple ici, quand je rencontre le 0, je ne fais pas les appels récursifs sur les fils. Par contre, avec cette version de la fonction, on fait quand même l'appel récursif sur le fils droit. Donc on pourrait encore améliorer cette fonction ici en faisant un test en disant je calcule la valeur sur le fils gauche, si elle est égale à 0, eh bien, je ne fais pas l'appel récursif sur le fils droit, je renvoie directement 0. On a jusqu'à présent écrit des fonctions qui, à partir d'un arbre, calculent un nombre. Si maintenant on veut écrire des fonctions qui retournent un arbre, par exemple, vous voudrez écrire une fonction qui ajoute 1 à tous les nœuds d'un arbre qui contient des nombres. Alors déjà, ça c'est une mauvaise formulation. Par abus de langage, on dit qu'il ajoute 1 au nœud d'un arbre, mais déjà lorsqu'on avait des listes, on n'ajoutait pas 1 aux éléments de la liste. On créait une nouvelle liste où tous les éléments avaient une valeur qui était 1 de plus que dans la liste de départ. Donc là, pour les arbres, c'est exactement la même chose. On va écrire une fonction qui retourne un arbre, qui est identique à celui qui était passé en paramètre, mais dans lequel on a ajouté 1 à tous les nœuds. Donc si on veut écrire cette fonction ajoute arbre, ajoute 1, donc je définis la fonction ajoute 1 qui renvoie un arbre qui prend en paramètre un arbre de nombres qui contient que des nombres. Donc le cas d'arrêt, ça va être si l'arbre est vide. Si l'arbre est vide, il faut renvoyer quoi? Il faut renvoyer un arbre. Donc il faut renvoyer un arbre vide. Donc j'utilise la fonction arbre vide. Sinon, on doit toujours renvoyer un arbre. Donc on va utiliser la seule fonction à notre disposition pour construire des arbres. C'est la primitive cons binaire qui prend 3 paramètres. Le premier, c'est la valeur qu'on veut mettre dans le nœud. Donc nous, on veut prendre la valeur qui était dans l'arbre A et on veut rajouter 1 pour obtenir la valeur du nouvel arbre. Donc on met 1 plus valeur de A. Donc ça, c'est le premier paramètre du cons binaire. Le deuxième paramètre du cons binaire, c'est le résultat de l'appel récursif à la fonction sur le fils gauche de A. Donc fils gauche, c'est une fonction, on lui passe le paramètre A. Et de manière symétrique, on va aussi faire un appel récursif sur le fils droit de A. Et donc là, on a les 3 paramètres du cons binaire. Je ferme le if, le lambda et le define. Et je vais essayer ma fonction ajoute 1 sur l'arbre A1 de tout à l'heure, 6, 4, 1, 8, 9. J'obtiens 7, 5, 2, 9, 10. Donc c'est bien le même arbre que celui-ci où toutes les valeurs ont été augmentées de 1. Et comme on a dit tout à l'heure, on vérifie aussi sur l'arbre A2 qu'il y a un arbre où quelque part il y a un nœud qui a un fils gauche mais pas de fils droit. On obtient bien 7, 5, 2, 10 avec l'arbre vide ici. Donc c'est correct. Donc voilà la fonction ajoute 1, qui est celle qu'on a écrite.
Essayons maintenant d'écrire une fonction un petit peu plus compliquée qui, à partir d'un arbre de nombres, construit un arbre où en chaque nœud, on remplace la valeur de l'arbre par la somme de lui-même et tous ses descendants. C'est-à-dire que le 1, là, ne bouge pas parce que c'est 0 plus 0 plus 1. Le 8, c'est 0 plus 0 plus 8. Là, ici, à la place du 4, on a donc 1 plus 8 plus 4. Le 9 ne bouge pas. Et donc le 28, c'est 1 plus 8 plus 4 plus 9 plus la valeur de la racine 6. Donc la première manière dont on peut construire cette fonction, c'est de dire, moi j'ai déjà défini une fonction somme qui calcule la somme des valeurs d'un arbre de nombres. Donc je vais définir la fonction somme-fils qui construit un arbre, qui prend comme paramètre A qui est un arbre de nombres. Comme dans la fonction ajoute 1, on va dire si l'arbre est vide, on renvoie un arbre vide pour construire un arbre. Et sinon, on va utiliser la fonction cons binaire. Donc on fait appel récursif sur le fils gauche, sur le fils droit, pour transformer le fils gauche de A et le fils droit de A. Et à la place de valeur de A, on met le résultat de l'appel à la fonction somme qu'on a écrit tout à l'heure, qui étant donné l'arbre A, calcule la somme des valeurs qui sont dans l'arbre A. Donc cette fonction, elle marche. Mais par contre, sa complexité est assez catastrophique, puisque si on reprend l'exemple qui est là, donc pour calculer le 28, je vais parcourir tout l'arbre quand je fais l'appel somme de A, et ensuite, je fais le parcours du fils gauche avec l'appel récursif somme fils de fils gauche de A, qui lui-même parcourt tout l'arbre, puis appelle le fils gauche, qui lui-même parcourt tout l'arbre, etc., etc. Donc, ce qu'on voudrait faire, pour améliorer la complexité de la fonction, c'est d'utiliser la valeur de la racine du résultat de l'appel récursif sur les fils. En effet, on voit qu'une fois qu'on a calculé ici le 13 comme étant 4 plus 1 plus 8, et ici le 9, le 28, en fait, c'est 6 plus 13 plus 9. Donc on va faire l'appel récursif sur le fils gauche, et ensuite, le 13, on le récupère pour l'additionner avec le 9 et le 6 pour obtenir 28. Alors, est-ce que j'ai déjà une version de la fonction? Non. Alors, on va recopier ceci. Alors, on définit la fonction somme-fils qui renvoie un arbre qui prend en paramètre A qui est un arbre de nombres. On reste sur notre cas d'arrêt. Si A est un arbre vide, on renvoie arbre vide ou A. Et puis sinon, on va faire un cons binaire entre une valeur ici qu'il faut qu'on calcule en faisant autre chose que somme de A, d'accord? Et puis ici, le résultat, somme fils de fils gauche de A et somme fils de fils droit de A. Donc cette valeur-là, on a dit, dans notre exemple, c'est 13 plus 9 plus 6 pour calculer le 28. Et 13, c'est la racine de cet arbre-là, qui est le résultat de l'appel récursif sur le fils gauche. Donc le résultat de l'appel récursif sur le fils gauche, on l'a là, c'est somme fils de fils gauche de A. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne la valeur de ça, plus la valeur de ça, plus la valeur de A. Et donc, pour ne pas calculer deux fois somme fils de fils gauche, une fois là et une fois ici pour prendre sa valeur, il faut qu'on introduise un let pour mémoriser le résultat des appels récursifs.
Donc, soit, on va dire RG, le résultat de l'appel récursif somme fils de fils gauche de A. Et donc ici, je vais mettre RG. Ensuite, je définis RD comme étant le résultat de l'appel récursif sur le fils droit de A. Voilà. Et une fois que j'ai défini RG et RD, je dis ici, je fais la somme de 6, c'est valeur de A. Le 13, c'est valeur de RG. Et le 9, c'est valeur de RD. Je vais voir ce que ça donne. Donc si j'appelle somme fils de l'arbre A1, ici, il y a une erreur parce qu'il me dit que j'essaye de prendre la valeur d'un arbre vide. Dans ma fonction cons binaire, ici, d'accord, j'essaye de prendre la valeur d'un arbre vide. Pourquoi? Parce que lorsque je suis à une feuille, j'ai calculé le résultat d'appel récursif du fils gauche, du fils droit, mais si ce sont des arbres vides, le valeur de RG, là, si RG et RD sont des fils, ça ne va pas aller. D'accord? Alors je pourrais dire, ok, pas de problème. Je vais me dire que quand c'est une feuille, je m'arrête. Je réessaye. Somme fils de A1. Cette fois-ci, ça a l'air de bien marcher. On a 28, 13, 1, 8, 9. C'était ce qu'on voulait avoir. On l'essaye sur l'arbre A2. Et là, comme tout à l'heure, on a une erreur parce qu'il nous dit vous essayez de prendre le fils gauche d'un arbre vide. Effectivement, parce que on a fait l'erreur qu'on avait bien dit qu'il ne fallait pas faire tout à l'heure, de faire un test sur la feuille. Mais si quelque part, comme dans notre arbre A2, on a un nœud qui n'est pas une feuille, 4, 1, vide, mais dont le fils est vide, eh bien, on se retrouve donc dans le cas général et comme tout à l'heure, on essaye de prendre soit le fils gauche, soit la valeur d'un arbre vide. Donc, il faut bien qu'on reste avec notre test arbre vide. Mais là, en fait, avant de calculer valeur de RG, il faut qu'on vérifie que RG n'est pas vide. Ce qui nous donne la fonction suivante. Donc ça, c'était la première version de notre fonction. On a vu que ça donnait une erreur. Et on rajoute ici un test, c'est-à-dire que, donc là je les avais appelés G et D, d'accord? On vérifie que si le fils gauche, le résultat de l'appel récursif sur le fils gauche est un arbre vide, on ne va pas demander à calculer la valeur de cet arbre-là, on met 0. Hein, donc valeur de A va s'additionner soit avec 0, soit avec la valeur de G quand G n'est pas vide. Et pareil pour le fils droit. Donc si on fait cette modification, on verra que ça marche bien dans les deux cas. Hein, donc on dit si le résultat de l'appel récursif sur le fils gauche est vide, on renvoie 0. Sinon, valeur de RG. Et c'est ça qui est additionné avec valeur de A. Et pareil pour le fils droit. Si la valeur le résultat de l'appel récursif sur le fils droit est un arbre vide, c'est 0 qui s'additionne avec valeur de A, et sinon c'est la valeur de RD. Voilà. Et du coup, avec cette nouvelle version de notre fonction somme fils, quand on la teste sur A1, ça nous donne bien le 28. Et quand on la teste sur A2, on obtient 20, qui est la valeur attendue, à part qu'il n'y a pas le 8 là qui est remplacé par un arbre vide.
Autre exemple de fonction un petit peu compliquée qui va nous permettre de voir un autre cas. On veut toujours, à partir d'un arbre qui contient des nombres, construire un arbre qui a la même structure, mais où on remplace chaque valeur par la somme des valeurs entre lui et la racine de l'arbre. Donc par exemple, là, au lieu d'avoir 4, on a 4 plus son père qui vaut 6, ça donne 10. Ici, on a 9 plus son père 6 qui vaut 15. Et là, le 11, c'est 1 plus 4 plus 6. Alors pour ne pas parcourir tout le chemin là, on va faire comme tout à l'heure, on va essayer de calculer le 10, et ensuite on dira que là, ce n'est pas 1 plus 4 plus 6, c'est 1 plus 10 qui est la valeur qu'on a calculée pour le père. On se retrouve donc avec une difficulté, c'est que avec la manière dont on représente les arbres, on sait facilement accéder au fils gauche ou au fils droit d'un arbre, mais on n'a pas de lien vers le père de l'arbre. Donc on ne peut pas avoir un accès à ce qui se passe dans le père quand on est dans un nœud. Quand je suis ici à 4 et que j'ai fait un appel récursif sur le fils gauche, j'ai oublié le fait que mon père c'était 6. Je peux seulement accéder à mes fils et pas à mon père. Donc on est obligé de passer un paramètre dans lequel on va mettre la valeur que le père transmet à son fils. Ce qu'on va faire ici, les calculs des valeurs de l'arbre, elles se font en descendant et pas en remontant. Donc on a besoin de ce paramètre supplémentaire, comme on le faisait quand on faisait des calculs en descendant sur les listes, pour passer le résultat depuis le père vers le fils. Et là, c'est pas qu'on a le choix entre faire en remontant et en descendant. Hein. On est obligé puisque la fonction qu'on veut écrire, justement, transmet une valeur en descendant. Donc, comme lorsqu'on faisait les calculs en descendant, d'accord, on a besoin d'introduire un nouveau paramètre. Donc, notre fonction somme-paire ici répond à la spécification, c'est-à-dire qu'elle prend en paramètre un arbre de nombres et elle renvoie un arbre et elle appelle une fonction somme-paire2 qui prend en paramètre l'arbre A ainsi qu'une valeur qu'on initialise à 0 qui est la valeur qu'il faut se rajouter dans la fonction pour obtenir la valeur recherchée. Donc au début, elle est égale à 0, c'est-à-dire qu'on dit au 6, toi tu te rajoutes 0. Mais après, il faudra que cette valeur change pour qu'on dise au fils 4, toi tu te rajoutes 6. Ça va nous donner 10 et on dira au fils, toi il faut que tu te rajoutes 10, etc. Donc cette valeur n, qui est la valeur qui vient du père, d'accord? Donc si l'arbre est vide, c'est-à-dire on est arrivé tout au bout au niveau des feuilles de l'arbre là, et puis on est dans les arbres vides qui sont là. Dans ce cas-là, on ne va pas construire quelque chose, puisqu'on ne veut pas rajouter un niveau de feuilles supplémentaires dans l'arbre. Donc le résultat, ça sera arbre vide, comme dans les fonctions précédentes. Si l'arbre est vide, on renvoie un arbre vide. Et sinon, on va calculer la nouvelle valeur du nœud. Et la valeur du nœud, c'est l'ancienne valeur plus n, qui est la valeur qui vient du père. Et l'arbre qu'on va construire, ça va être donc un nœud qui a cette valeur v. Donc dans l'exemple, si on se place ici au niveau du nœud 4, la valeur qui nous vient du père, c'est 6, donc n égale 6. Et on calcule v qui est égal à valeur de a plus n qui vaut 10. Et donc c'est cette valeur-là qu'il faut mettre à la place du 4 dans l'arbre. Et ensuite, on fait un appel récursif sur le fils gauche et le fils droit de a. Et la valeur qu'on leur transmet, qui remplace le n, c'est justement cette valeur v qu'on a calculée pour dire aux fils de 4, qui sont 1 et 8, vous, la valeur que vous devez vous rajouter, c'est 10. C'est la valeur que je viens de calculer ici, qui est ma variable v. Donc si on déroule cette fonction sur un exemple, on va la fonction somme-paire sur l'arbre A qui est là. On va appeler somme-paire2 avec A et n égale 0. On calcule V qui vaut 0 plus 6. Et donc on fait const binaire de V qui vaut 6. Avec appel récursif à somme-paire2 sur le fils gauche de A et la valeur V. Et pareil sur le fils droit. On va à nouveau calculer une nouvelle valeur V qui est égale à la valeur de l'arbre. Ici, on fait l'appel récursif sur le fils gauche, donc la valeur c'est 4. Plus 6, ça fait 10. Et on renverra donc const binaire de 10
plus le résultat de l'appel récursif sur les fils avec v, enfin n égale 10. Donc on calcule v qui égale 10 plus 1 et on fait cons binaire de 11, la nouvelle valeur de v, avec appel récursif sur les fils avec 11. Et là, le fils gauche de A, c'est le fils gauche du 1, là on ne l'a pas dessiné, mais c'est l'arbre vide, donc ça nous renvoie l'arbre vide, ce qui nous permet d'obtenir ce qu'on cherchait. Dans la dernière partie de ce cours, nous allons voir les arbres binaires de recherche, c'est-à-dire des arbres qui sont ordonnés. On les appelle de recherche parce qu'ils permettent de faire des recherches efficaces. Donc ces arbres binaires de recherche nécessitent que les valeurs des nœuds puissent être ordonnées. Donc on va prendre par exemple des nombres, on pourrait le faire avec des symboles, avec un ordre alphanumérique. Et la définition, c'est qu'un arbre binaire est dit ordonné ou de recherche lorsqu'en chaque nœud de l'arbre, la valeur du nœud est plus grande que toutes celles qui sont dans le fils gauche et plus petite que toutes celles qui sont dans le fils droit. Et donc ceci doit être valable partout où qu'on se place dans l'arbre. Et il y a une contrainte supplémentaire, c'est que pour pouvoir traiter les choses efficacement, on va supposer qu'on n'a jamais deux fois la même valeur dans un arbre binaire de recherche. Cette valeur peut être une clé qui nous permet d'accéder à des informations. Par exemple, on peut considérer que c'est une structure de données dans laquelle on va stocker le dossier d'un étudiant et que c'est le numéro d'étudiant qui est la valeur du nœud de l'arbre qui nous permet de les ranger correctement dans l'arbre. Et donc on ne va pas avoir deux dossiers avec le même numéro d'étudiant. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir facilement repérer comment un arbre est ordonné, c'est-à-dire est-ce qu'il est ordonné ou est-ce qu'il n'est pas ordonné. Donc là on a un exemple d'arbre ordonné, puisque dans le fils gauche de 6, on n'a que des valeurs plus petites, dans le fils droit de 6, on a quelque chose de plus grand, et si on regarde le 4, ici, on a bien quelque chose de plus petit à gauche et de plus grand à droite. Par contre, cet arbre, il n'est pas ordonné, parce que le 8, là, il est bien plus grand que 4, mais par contre, il est plus grand que 6, alors qu'il est dans le fils gauche de 6. Donc à chaque fois, quand on construit un arbre ordonné, il faut qu'on respecte l'ordre. Donc par exemple, si je veux rajouter un élément dans cet arbre à cet endroit-là, en fils gauche de 9, quelles sont les valeurs possibles? Ce sont des valeurs qui seront plus grandes que 6, parce qu'on est dans le fils droit de 6, et plus petites que 9, parce qu'on est dans le fils gauche de 9. On a dit que cette structure de données arbre binaire de recherche est intéressante parce qu'elle permet de chercher des éléments de manière efficace. Donc on va se poser d'abord la question de l'algorithme à utiliser pour chercher un élément dans un arbre binaire quelconque, et ensuite on verra ce que ça donne pour un arbre binaire de recherche. Donc on veut écrire une fonction qui teste l'appartenance d'une valeur V à un arbre A. Donc c'est une fonction que vous devez écrire dans le TD5. On va voir ensemble l'algorithme. Donc le principe, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé la valeur V, il faut qu'on la compare avec toutes les valeurs de l'arbre jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée. L'algorithme sera donc qu'on a deux cas d'arrêt. Si on est dans un arbre vide, alors la valeur n'appartient pas à l'arbre. Donc ça arrivera quand on arrivera tout en bas de l'arbre après les feuilles. Et l'autre cas d'arrêt, c'est un cas d'arrêt où on s'arrête avec une réponse positive, c'est quand la valeur de l'arbre est égale à la valeur V que je cherche. Dans ce cas-là, je retourne vrai. Les appels récursifs, c'est de dire, si je ne suis pas dans ces cas-là, je vais chercher V dans le fils gauche de A, et si je n'ai pas trouvé V dans le fils gauche de A, alors je vais chercher V dans le fils droit de A. Donc, on écrira cette fonction dans le cas du TD5. Si on regarde ce que ça donnerait sur un exemple d'appliquer cet algorithme, imaginons d'abord, donc on a un arbre de nombres ici, et on veut chercher la valeur 5 qui est dans l'arbre. Donc l'algorithme, ça va être de dire, est-ce que 5 est égal à 6? Non. Donc appel récursif dans le fils gauche. Est-ce que 5 est égal à 4? Non. Donc appel récursif dans le fils gauche. Est-ce que 5 est égal à 1? Non. Alors je remonte et je vais dans le fils droit. Est-ce que 5 est égal à 8? Non. Fils gauche. Est-ce que 5 est égal à 3? Non. Je remonte, je vais dans le fils droit. Et là,
ça y est, j'ai trouvé la valeur 5. Donc vous voyez, on fait le parcours en rouge pour trouver le 5. Prenons maintenant un cas où ça se passe moins bien, c'est qu'on cherche la valeur 7 qui n'est pas dans l'arbre. On va donc dire, est-ce que 6 est égal à 7? Non. Je vais voir à gauche, je fais tout le parcours que j'ai fait déjà quand je cherchais 5. Là, j'ai toujours pas trouvé, donc après, je vais voir dans le fils droit. Donc vous voyez que si ce qui nous sert à calculer la complexité de l'algorithme, c'est le nombre de comparaisons qu'on fait entre les éléments de l'arbre et la valeur qu'on cherche, au pire, c'est-à-dire quand la valeur n'est pas dans l'arbre, avec cet algorithme, on va faire autant de comparaisons qu'il y a de nœuds dans l'arbre. Il faut parcourir tout l'arbre. Voyons maintenant ce que ça change quand on a un arbre binaire de recherche, donc un arbre ordonné. Ce qu'on va utiliser comme principe, c'est que comme il est ordonné, on ne va pas chercher dans les deux fils, mais on sait tout de suite dans lequel des deux fils il faut chercher. Donc l'algorithme, le cas d'arrêt ne change pas. Si l'arbre est vide, c'est faux. Si la valeur de l'arbre est égale à la valeur V qu'on cherche, c'est vrai. Mais au niveau des appels récursifs, on va aller chercher soit dans le fils droit, soit dans le fils gauche, et pas les deux en même temps. Si la valeur V qu'on cherche est plus grande que la valeur de l'arbre, alors si elle est quelque part, elle est dans le fils droit. Donc je fais un appel récursif pour aller chercher V dans son fils droit. Si la valeur que je cherche elle est plus petite que la valeur de l'arbre, alors je vais le chercher dans le fils gauche. Si on prend un arbre binaire qui est ordonné, ce qui est le cas de celui-ci, et qu'on regarde ce que donne cet algorithme pour une recherche fructueuse, donc si je cherche la valeur 5 et que j'applique cet algorithme, je vais dire, est-ce que 5, il est égal à 6? Non. Est-ce qu'il est plus petit? Oui. Donc, je vais faire un appel récursif sur le fils gauche. Par rapport à 2, est-ce qu'il est égal, plus petit, plus grand? Il est plus grand. Donc, je fais appel récursif dans le fils droit. 5 par rapport à 4, il est plus grand. Donc, je fais appel récursif dans le fils droit. Et là, je suis dans le cas où c'est égal. J'ai trouvé 5, je renvoie vrai. Et dans le cas d'une recherche infructueuse, si je cherche dans cet arbre la valeur 7 qui n'y est pas, je vais dire, est-ce que 7, il est égal, plus petit ou plus grand que 6? Il est plus grand, donc je vais à droite. Est-ce qu'il est égal, plus petit ou plus grand que 9? Il est plus petit, donc je vais à gauche. Et là, je me retrouve dans l'arbre vide et je renvoie faux. Parce qu'effectivement, si 7 était quelque part, il serait là, plus grand que 6, plus petit que 9. Donc on voit ici que lorsqu'on utilise cet algorithme en profitant du fait que l'arbre est ordonné, la complexité de la recherche, en comparaison entre la valeur qu'on cherche et les valeurs de l'arbre, au pire, ça sera la hauteur de l'arbre. C'est le cas où on a comparé autant de fois qu'il y avait sur le chemin, et le chemin le plus long qu'on peut trouver, c'est celui entre la racine et la feuille la plus éloignée, c'est-à-dire la hauteur. Et cette hauteur, par rapport au nombre de nœuds de l'arbre, quand l'arbre a n nœuds, si c'est un arbre équilibré, c'est-à-dire quand chaque nœud, on a à peu près autant de valeurs à gauche et à droite, alors la hauteur, c'est log à base 2 du nombre de nœuds. Et on voit que c'est très intéressant. On passe d'un algorithme qui était en n, pour n étant le nombre de nœuds, à un algorithme qui est en log de n. Donc cette structure de données arbre binaire de recherche, on sait maintenant chercher un élément dedans, il faut pouvoir ajouter des éléments et en supprimer. Donc si on veut ajouter un élément, c'est assez facile parce qu'on va insérer les éléments au niveau des feuilles et on fait presque le même algorithme que lorsqu'on cherche une valeur. On dit, bon, on a regardé est-ce que 7 existe dans l'arbre et il n'y est pas, alors on veut l'insérer. Donc je dis 7, il est plus grand que 6, donc appel récursif sur le fils droit. Il est plus petit que 9, donc je vais à gauche. Et à gauche, il y a un arbre vide. Et donc j'insère 7 dans l'arbre vide. Et donc à la place de l'arbre vide, j'ai la feuille 7. Et voilà le résultat de l'insertion. De cette manière-là, on peut facilement rajouter des éléments dans notre structure de données. Mais il est possible que ça déséquilibre l'arbre. Par exemple, si on reprend l'exemple des numéros d'étudiants, à chaque fois que je veux rajouter un étudiant dans ma base de données qui est représentée par cet arbre binaire de recherche, vu que ce sont des numéros d'étudiants a priori récents, eh bien, je vais toujours rajouter des éléments qui sont plus grands et donc je vais rajouter systématiquement à droite de l'arbre des éléments et ça va transformer mon arbre qui va être complètement dégénéré avec plein d'éléments à droite.
par rapport au nombre d'éléments qui est à gauche. Donc pour qu'on garde une complexité intéressante dans l'algorithme de recherche en disant c'est log à base 2 du nombre de nœuds, ça veut dire que de temps en temps il faut rééquilibrer l'arbre, c'est-à-dire effectuer des rotations pour avoir un arbre assez harmonieux avec des nombres qui sont répartis à chaque fois entre le fils gauche et le fils droit. Donc ces opérations de rééquilibrage, on ne va pas les voir cette année ensemble. Elles sont assez coûteuses forcément, mais on peut les faire une fois de temps en temps au milieu de la nuit, et du coup on garde des algorithmes de recherche des éléments dans notre structure qui sont performants. Pour ce qui est de supprimer des éléments, puisqu'il arrive que les étudiants quittent l'université par exemple, on a plusieurs cas. Si l'élément qu'on doit supprimer est une feuille dans l'arbre, c'est facile, il suffit de le remplacer par un arbre vide et c'est bon. Par contre, si l'élément qu'on veut supprimer, par exemple ici on veut supprimer la valeur 4, le problème c'est qu'il faut remplacer cette valeur par une autre valeur de l'arbre qui ne va pas modifier l'ordre qu'on doit respecter dans cet arbre-là. Donc en fait, il faut qu'on remplace le 4 par une autre valeur de l'arbre qui est plus petit que 6, plus grand que tout ce qu'il y a là, et plus petit que tout ce qui est là. Donc en fait, on va prendre soit la valeur dans l'arbre qui lui est immédiatement inférieure, soit la valeur qui lui est immédiatement supérieure. Donc là, on a choisi la valeur qui lui est immédiatement inférieure, c'est-à-dire le maximum du fils gauche de 4. Donc il faut écrire une fonction qui calcule le maximum d'un arbre binaire de recherche. Donc c'est celui qui est complètement en bas à droite de l'arbre. Et on prend le 3, on l'enlève et on le met ici à la place du 4. On obtient un arbre où on a supprimé la valeur 4 et où les autres valeurs qui restent sont ordonnées correctement. Et ça marche bien quand 3 est une feuille. Il peut quand même avoir un cas un tout petit peu plus compliqué. C'est que là, 3, c'est toujours le maximum du fils gauche de 4, mais il a un fils gauche. Il ne peut pas avoir de fils droit, sinon ça serait quelque chose de plus grand, et donc ça serait cette valeur-là qui serait le maximum. Donc là, j'ai toujours un arbre vide comme fils droit du maximum, mais je peux avoir un arbre gauche. Dans ce cas-là, on met la valeur 3 là à la place du 4, et tout le fils gauche de 3, on le remonte pour le mettre ici. Il est plus grand que 2 par construction. Voilà, donc vous pourrez essayer, si vous le souhaitez, de programmer une fonction qui supprime un élément dans un arbre binaire de recherche. Ça nécessite d'abord d'écrire une fonction qui calcule le plus grand élément d'un arbre binaire de recherche et qui retourne aussi l'arbre dans lequel on a enlevé le plus grand élément.